tu as parlé des conditions de réalisation du travail derrière l'entraînement de l'IA. Et je me demandais si tu avais des connaissances aussi des études concernant la santé mentale des personnes qui se retrouvent à faire ce type de travail, puisqu'il y a eu par-ci par-là des informations dans la presse avec des soucis assez importants que ça peut poser. J'y vais. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Ce qui est connu à ces jours, c'est surtout l'effet de ce type d'activité sur des personnes qui font de la modération de ce qu'on appelle de la modération de contenu, ce qui veut dire en gros de la notation sur des contenus qui seraient acceptables ou inacceptables selon les règles d'usage de, je sais pas, ça peut être Facebook, Instagram, peu importe, mais qui servent aussi pour entraîner des IA qui serviraient à aider dans cette tâche. Et donc, en particulier, un cas qui a eu beaucoup d'écho dans la presse, ça a été pour l'entraînement de ChatGPT, parce que justement, avant de rendre public le chatbot, l'entreprise OpenAI voulait surtout pas qu'il se mette à les usagers ou à écrire, bref. Et donc, en fait, ils ont payé une entreprise qui a recruté des travailleurs au Kenya spécifiquement pour faire ce type d'étiquetage. Donc, ils ont eu des contenus issus du dark web et ils avaient à classifier. Donc, il y avait de tout, de la violence, de tout type et l'exposition à ce type de contenu 8 heures par jour, ça a généré des gros traumatismes psychologiques. Il y a eu d'ailleurs plusieurs, enfin, il y a des histoires légales en cours avec en particulier ce cas du Kenya, mais ils ne sont pas les seuls. Ce qu'on connaît moins bien, jusque-là, c'est la situation des personnes qui font ce travail-là, mais sur des objets un peu plus du quotidien, on va dire, donc qui ne vont pas annoter voilà, le viol ou le suicide, mais les pommes et les poires. Et donc, d'ailleurs, on est en train avec une équipe de monter une nouvelle enquête où on a un module spécifiquement là-dessus pour le mesurer d'une manière plus précise, en collaboration avec un psychologue notamment. Mais je pense qu'on va trouver quelque chose, surtout dans le cas des travailleurs des plateformes qui font ce type de tâches chez eux, à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement isolés. Et alors, dans n'importe quel travail, on a des contacts humains, que ce soit avec des collègues, des pairs, ou des clients, ou des fournisseurs, enfin d'autres personnes. Et en fait, un travailleur des plateformes qui fait, voilà, qui a toutes des tomates, pour prendre cet exemple-là, à la maison, il rencontre jamais personne, il reçoit les tâches par un algorithme, il les rend à un algorithme, il sait peut-être même pas qui est son client, il sait pas qui d'autre fait ces types d'activités, et ça peut avoir des répercussions à la fois sur sa santé mentale, mais peut-être aussi sur sa productivité, peut-être autre chose qu'on connaît mal. Et donc, il y a effectivement un besoin de clarifier ce genre de choses. Sur la santé mentale, vous parliez par exemple, vous avez évoqué plusieurs exemples, mais le cabinet de radiologie, la personne qui fait le secrétariat, sur justement après avoir perdu un peu du sens à son travail, la santé mentale, des gens qui ne sont pas totalement individualisés dans leurs tâches, mais qui perdent du sens. Est-ce que vous avez vu des choses, notamment dans le rapport un premier niveau de réponse. Alors, oui, alors de manière plus générale, il y a ce qui peut être lié spécifiquement à l'intelligence artificielle, et puis il y a l'état des conditions de travail. De manière générale, en France, il y a une intensification du travail, il y a des prises de décision descendantes qui peuvent entraver le sentiment pour les professionnels de faire un travail de qualité. Donc ça, c'est général. Et évidemment, ça peut être, je vais dire, aggravé par l'IA, puisque dans les exemples que notamment a donné Mustapha, on voit qu'une technologie qui nous est présentée comme une ressource peut en fait
entraîner des contraintes, voire un empêchement, voire une difficulté à faire un travail de qualité ou suivant les critères de qualité qu'on se donne pour son travail. Et ça, c'est reconnu comme une source de dégradation de la santé, mentale. Donc moi, j'ai pas d'études là en tête qui viennent, je suis certaine qu'il y en a, et que dans les conditions qu'on a décrites, on peut faire plus qu'une hypothèse pour dire que oui, il y a des risques de dégradation de la santé mentale, notamment liés à l'empêchement de pouvoir réaliser un travail de qualité, voire au sentiment de perte de contrôle et d'expertise, je pense. Je ne sais pas si tu veux compléter, Moustapha. Oui, peut-être juste sur un point. Alors c'est un point extrême, c'est la perte d'emploi du fait de l'automatisation par l'IA, qui forcément a des conséquences sur la santé. Ça va être parce que vous avez tendu en perche un peu en disant que vous n'avez pas parlé principalement de la conséquence sur l'emploi. Il y a des conséquences réelles, c'est sûr. Hein, vous l'avez peut-être vu hein, dans les médias. Le cas qui me vient, c'est ce qui s'est passé il y a peut-être 2 ans, 2023, entre 2023 et 2024 aux États-Unis, dans les ports, où des systèmes d'IA ont été mis en place et notamment pour la gestion des containers et qui ont conduit à de la perte d'emploi. Et évidemment, ça a généré des manifestations, ça a généré des grèves, ça a généré de l'angoisse, évidemment, chez les personnes qui ont perdu leur emploi. Donc, la perte d'emploi est un risque réel et concrètement, ça s'est produit, ça va sans doute se produire, mais ce qui fait aujourd'hui consensus en termes, je dirais, de conséquences massives, c'est plutôt la transformation des métiers, plutôt qu'une disparition massive des métiers. C'est le consensus aujourd'hui. Peut-être que demain, ça sera différent, mais a priori, ça serait plutôt cette conséquence-là, c'est-à-dire une automatisation majoritairement partielle. Alors, avec sans doute des conséquences dont qu'on est en train d'étudier, justement. Mais on n'en sait pas encore beaucoup plus. Alors, avant d'en venir à l'automatisation, vous avez évoqué toute l'individualisation, le côté très individuel de ces micro-travaux, de ces micro-tâches. Et puis, vous aussi, vous avez mis en évidence l'individualisation de certaines tâches. Mais ce qui m'a le plus marqué, justement, auquel on ne pense pas forcément, c'est comment ça perturbe le travail collectif qui préexiste. Et bon, si vous pouvez, parce que c'est un point moi, auquel je n'avais pas pensé. Donc, Alors c'est intéressant parce que c'est un impensé de manière globale dans toutes les transformations. Désolée de généraliser à chaque fois, mais toutes les transformations du travail, que ce soit organisationnel ou technologique, négligent les effets sur le travail collectif, c'est-à-dire s'appuie sur une représentation du travail où on serait tout seul à notre poste sans interaction avec les autres. Or, le principe du travail humain, c'est qu'on est en interaction. Donc c'est un impensé. Là où, moi, ce que je trouve intéressant aussi, alors je retourne la question, c'est que dans les études, notamment expérimentales, mais là, je me retourne vers Moustapha parce qu'il les connaît mieux que moi, les tâches qui sont comparées, c'est humain tout seul, humain IA, mais jamais humain-humain, versus humain-IA. Voilà. Donc on ne pense pas les conséquences sur le travail collectif. Or, ce qui fait la performance, c'est ces possibilités de travail en commun. Alors, il y a l'exemple des secrétaires médicales et radiologues, il est assez frappant. Il n'y en a pas d'autres qui me viennent parce qu'il y a quand même dans le système de détection de fractures, il y a quand même quelque chose du coup. L'IA, il vient par exemple dans les services d'urgence pour pallier le manque de radiologues et soutenir les internes. Et du coup, l'interne se retrouve encore plus seul avec son système d'IA pour interpréter
les images potentielles. Et il n'y a plus l'entraide et la coopération et quelque part la transmission de compétences, pas la transmission de compétences, mais l'aide au développement de compétences entre un interne et un expérimenté ou un radiologue qui pourrait lui expliquer les raisons de tel ou tel diagnostic. Juste pour compléter, c'est lié globalement à la négligence du travail réel. Dans le travail réel, il y a de l'entraide, il y a toute une dimension qui est, on va dire, non visible. Et le travail collectif en fait partie de cette dimension-là. Et dans toutes les projections spéculatives, y compris dans les travaux des économistes, cette dimension du travail réel est complètement ignorée. Dans les travaux des économistes, on va considérer des métiers sous l'angle des tâches prescrites. On va prendre ces tâches, on va leur associer des aptitudes cognitives, par exemple, et puis on va prendre les capacités de tel ou tel système d'IA, et puis on va se poser la question dans quelle mesure ça va automatiser ou pas. Mais on ne tient pas du tout compte, justement, de tous ces aspects-là, on va dire, invisibles du travail, qui sont importants. On ne tient pas compte non plus des choix organisationnels. Les choix organisationnels qui sont tout aussi importants, le choix d'automatiser ou pas, le choix d'automatiser totalement une activité ou partiellement, les décisions politiques, etc. Et tout ça n'est pas du tout pris en compte dans ces réflexions. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a aucun intérêt, hein. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire, mais juste en train de pointer les limites de ce type, on va dire, d'approche méthodologique concernant les conséquences de l'IA sur le travail. Nous avons une question online. Donc, quelqu'un demande si l'IA d'aide aux radiologues dont vous avez parlé, si cette IA est fonctionnelle aujourd'hui, est-ce qu'il faut toujours une assistante pour corriger ces erreurs et intervenir Alors oui, c'est là l'exemple qu'on a donné sur l'introduction du système à dicter à reconnaissance vocale, c'était en situation réelle de travail. Donc c'est un outil qui est déjà adopté, c'est un outil qui est déjà déployé. D'accord. Avec là, on a beaucoup insisté sur les conséquences sur le travail collectif et le travail, l'appauvrissement du travail des secrets médicales, mais il y a évidemment aussi une transformation de l'activité individuelle du radiologue qui dicte et qui doit transformer son langage pour que ce soit compréhensible, appauvrir la grammaire, etc., avec tous les effets que ça a. Donc oui, c'est même répandu, de même que les systèmes de détection de fractures dont on a peut-être moins insisté, mais qui sont dans des centres, soit des CHU, soit des cliniques privées, soit des cabinets privés. Ouais. C'est déjà déployé. C'est déjà déployé. Un des points sur vos deux présentations, alors c'est aussi le fait du sujet, du thème de la séance d'aujourd'hui, mais c'est l'organisation du travail et l'économie, l'IA très très bien insérée dans l'économie et qu'elle est, c'est un outil hyper adapté, on dirait, pour fonctionner et faire fonctionner l'économie telle qu'elle est actuellement. Elle est, voilà, c'est dans le technocapitalisme, ça fonctionne très bien l'IA. Voilà. Et donc, dans le vocabulaire que vous avez utilisé pour la description, Paola, ou même vous, moi je voyais partout le vocabulaire de l'économie présent, parce que c'est un outil de l'économie plus qu'un outil de la connaissance. C'est comme ça que ça apparaissait presque dans la description que vous en faisiez, et comme vous avez aussi abordé le fait de ce qu'en disaient les économistes dans votre rapport. Voilà, ce rôle, on n'a pas fait intervenir d'économistes purs, mais est-ce que vous pouvez développer aussi ce rôle de l'économie globale et les discours économiques autour de l'IA? Je peux commencer. Oui, moi, je dois dire que je l'ai fait assez exprès de présenter l'IA non pas dans son aspect d'aventure intellectuelle, si vous voulez, ou voilà, mais dans son aspect économique, qui est peut-être moins, bon, donc certainement moins romantique ou
moins, peut-être moins attractif, mais qui est bien réel et qui est bien la raison pour laquelle il y a tout ce engouement de l'IA aujourd'hui. Il y a des investissements énormes, publics et privés d'ailleurs, qui vont vers l'IA dans tous les sens. Et donc, c'est quelque chose qui a un rôle dans nos économies qui est très fort et qui, bon, pour l'instant, il n'a pas l'air de disparaître très vite. On va voir si est-ce que c'est ridicule, est-ce que ça va durer, on verra. Mais en ce moment, ça joue un rôle assez fondamental. Donc, dans mon esprit, voilà, c'était absolument l'intention. Et puis, j'ai aussi souligné là aussi assez exprès comment, en fait, si on regarde l'IA au moins du côté de sa production, ben, en fait, on retrouve des tendances, des pratiques qu'on a déjà vues dans toute l'histoire de la globalisation, de la mondialisation, l'IA français, pardon, des 20-30 dernières années. C'est les mêmes pays qui fournissent les matières premières ou les produits intermédiaires à d'autres secteurs qui font la même chose que l'IA. Ça va vers du nord global vers le sud global. Enfin, c'est vraiment les mêmes perspectives et ça nous fait réfléchir au fait que pour tout, même malgré tous les discours de l'IA comme disruption, comme changement, en fait, il y a toute une partie qui la met en œuvre et qui en fait est totalement ancrée dans le présent en fait, enfin dans l'expérience présente et récente. Et donc voilà, c'était un peu fait exprès de mettre ces aspects-là en avant. Juste pour ajouter quelques points, il y a clairement aujourd'hui, à l'échelle mondiale, une volonté de faire déjà un instrument de pouvoir, un instrument économique et un instrument aussi de pouvoir militaire. Ça, c'est évident, à travers les investissements que tu viens d'évoquer par là. Sur le plan économique, il y a beaucoup d'études. Alors là aussi, ce sont des études, on va dire, spéculatives, qui montrent que finalement, les gains, d'un point de vue économique, seraient plutôt, avec l'IA, seraient plutôt marginaux. Et là, je pense notamment aux travaux d'Aaron Acemoglu, l'économiste américain qui a eu le prix Nobel, justement, d'économie récemment pour ses travaux sur les liens entre technologie numérique, IA et productivité. Et d'après lui et d'autres, bon, en réalité, les gains ne seraient pas aussi énormes qu'on pourrait le penser. Mais encore une fois, ça reste, on va dire, spéculatif. Ça repose sur des modèles économiques, sur tout un tas de calculs. Bon, ce qui est sûr, et d'ailleurs, c'est ce que dit Daron Acemoglu, c'est que les effets de l'IA, de façon générale, dépendront de toute une série de choix qui seront faits au niveau politique, économique, etc. Ce que nous disent les collègues économistes avec qui on a travaillé, donc Nathalie Grinal notamment, dans les études qu'elle a menées, c'est que en fait, il y a un effet très fort des choix d'investissement des entreprises en lien avec l'usage de l'IA. Par exemple, si l'IA, c'est uniquement un outil de promotion marketing, on voit que les effets économiques seront plutôt défavorables, alors que s'il y a une vraie réflexion sur d'innovation en lien avec l'IA, on sera sur des effets plus favorables. Et sur les questions d'emploi, ce que nous disent là aussi ces collègues économistes en lien notamment avec c'est des signaux faibles, c'est qu'il y a beaucoup d'effets sur l'emploi qui sont faits en anticipation par une instrumentalisation de ce qu'on raconte sur l'IA pour faire passer des réductions de masse salariale. Voilà. Mais du coup, le discours auto-entretient les effets. Voilà, c'est... Oui, une opportunité. Je repose, c'est presque la même question. C'est sur, en fait, la période actuelle avec l'IA qui est beaucoup mise
en avant, à la fois dans les discours et on fait intervenir dans les entreprises. Et avec à ce moment-là précis, est-ce que c'est un moment crucial de l'évolution de nos organisations, de nos sociétés, du technocapitalisme, et qui transforme rapidement et en profondeur toutes les organisations, non seulement les outils de travail, les relations sociales, les relations de pouvoir, les relations à la nature, vous avez évoqué tout un tas de relations, ou est-ce que finalement c'est qu'une toute petite modification incrémentale, comme il y en a eu plein par le passé, et qu'on est plus dans l'affichage et l'effet d'annonce, et que ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est des micro-évolutions qui sont dans un sens qui existait déjà par le passé. Voilà, est-ce que c'est un moment révolutionnaire ou un moment continuité de dans la l'automatisation continuité qui continue de faire fonctionner le système quasiment à l'identique en modifiant légèrement? Alors, je commence et puis vous compléterez. Beaucoup voient l'IA comme une prolongation de l'automatisation. Voilà. Et dans ce qu'on a dit tous, je pense qu'il y a en fait, là, les phénomènes qu'on observe, on les a déjà observés avec la vague d'automatisation dans les années 70, dans les années 80, les décisions autour d'un truc, voilà, les limites sont les mêmes, etc. Donc, il y a cette hypothèse ce qui n'est pas une hypothèse, c'est dans la continuité. Après, moi, je ne suis pas capable de dire si là, on va observer des effets de rupture. Par contre, ce qui m'inquiète en tant que chercheur spécialiste des activités humaines, c'est l'effet sur la créativité, le rôle, la transformation du rôle du langage dans la structuration de la pensée, dans la construction des connaissances, de l'expertise. Moi, je vois un risque, et je ne suis pas capable de dire, mais peut-être que ça fallait plus, si c'est un risque prépondérant à d'autres phénomènes, d'autres situations d'automatisation. Tu as l'exemple, par exemple, des pilotes que tu évoquais, où quand il y a eu l'automatisation du pilotage d'avion, en fait, l'organisation a prévu des moments où les pilotes reprenaient la main justement pour continuer à construire leur expertise et pouvoir pallier le fait que voilà, ne développe plus cette expertise à travers l'automatisation, mais quand là on a un usage massif chez les étudiants de l'IA générative ou dans le monde du travail, voilà, de textes, de contenus qui s'appuient, qui délèguent en fait une partie du raisonnement humain, je ne sais pas dire si c'est de la rupture, mais en tout cas ça mérite d'être très finement analysé, je pense. Premier niveau de réponse. Et j'y vois un risque potentiel. Dans la suite, Oui, de mon côté, je tends à être très prudente avant de dire qu'on est face à un changement de rupture à un certain niveau. Parce qu'on est très confondu en ce moment par la rhétorique, par le marketing, par un discours ambiant qui en fait à survendre ce qui est disponible et on peut facilement se tromper. Ça me fait penser, moi quand j'ai commencé à étudier ce genre de thématiques, c'était 2017-18, et alors c'était le moment où on promettait que la voiture autonome, attention, là ça va arriver dans 2-3 ans tranquille, et en fait, après le fameux gros accident d'une voiture autonome en test de Uber en Arizona 2018 à peu près, l'investissement là-dedans, il a ralenti énormément et ils se sont lancés sur le modèle de langage. Donc, qui existait déjà avant, bien sûr, mais qui, après, ont reçu, après, ont été la pointe de l'innovation en IA, en deep learning. Et donc, du coup, les priorités et les perspectives ont changé assez soudainement, mais sans nécessairement que ce soit communiqué au public, voilà, qu'il y ait un effet d'annonce clair. C'est juste que maintenant, si je regarde avec le recul,
moi-même, au début, mon premier article sur ce sujet, ça portait sur l'application à l'industrie automobile, qui après s'est mise à désinvestir et à vendre ces startups qui faisaient de la voiture autonome. Donc, je pense que tant qu'on est au milieu de cette transformation, faut rester un peu prudent parce que ce qui semble être vraiment la grande innovation aujourd'hui, ça pourrait l'être, mais pas nécessairement. Et donc voilà. Oui, donc je me permets juste parce que là, j'ai trouvé une citation qui est tellement liée à ce que vous dites. Donc, elle provient de Meredith Whittaker, qui est la PDG de Signal, donc, qui est une application de communication cryptée que vous connaissez sûrement. Donc, je cite une citation exacte, je peux vous communiquer le pointeur après, mais elle dit: il faut comprendre que l'industrie du capital d'investissement, capital risque, est une industrie qui nécessite de survendre. It is an industry that requires hype. Vous n'avez pas besoin d'investir dans une technologie qui marche, qui peut être profitable. Vous devez juste avoir une histoire qui est suffisamment convaincante pour faire que les cours montent. Et donc, nous voyons ce cycle répétitif et épuisant de hype comme une feature de cette industrie. Il y a quelques années, vous m'auriez posé la question sur le métaverse, ou sinon l'année d'après, vous m'auriez demandé sur le Web3 et sur les crypto-monnaies. Et à chacun de ces moments-là, il y a un manifeste écrit par Andreessen Horowitz, qui est un des plus grands fonds d'investissement de la côte ouest, qui vous dit que ça va complètement changer la face du monde, qu'il faut mettre tout l'argent là-dedans. Donc, il dit, c'est pas juste qu'une technologie est survendue, c'est que c'est un ingrédient nécessaire du modèle d'affaires actuel, le business model actuel. On devrait examiner combien de fois le hype est récompensé sans aucun retour social, sans aucun progrès technologique, que ces outils et services ne manifestent même pas. Merci. Ah oui, et puis après, juste pour compléter donc, ce qui vient d'être dit, moi non plus, je serais dans la capacité de dire si ce qu'on vit actuellement, c'est une véritable rupture. Je pense qu'on n'a pas encore suffisamment de recul. Maintenant, on ne peut pas ignorer le fait qu'il se passe un certain nombre de choses. Avec les usages de systèmes d'IA, alors on peut penser donc, au travail, même, hein, il y a des usages qui se développent, ça on ne peut pas ignorer. Il y a des transformations, on va dire, qui découlent de ces usages. Alors pour l'instant, ces transformations, il est difficile de dire si elles sont profondes ou pas du travail, ça reste à voir. Ce qu'on peut voir quand même aussi, c'est qu'il y a des usages qui se développent dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement. Et là, il y a des transformations non négligeables qui sont en train de se produire. Hein, les enseignants qui se posent des questions sur l'avenir du système éducatif. Est-ce que c'est une rupture? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des questions très sérieuses qui se posent. Et pour rejoindre ce que disait Flore, de ce point de vue-là, on peut quand même avoir des craintes concernant, je dirais, le futur de l'expertise humaine, le futur du développement des compétences, le futur de la pensée critique, parce qu'on voit quand même que de plus en plus d'étudiants utilisent des systèmes d'IA générative, on voit des effets qui ne sont pas, on va dire, positifs, hein, clairement, donc c'est un risque. Maintenant, après, peut-être que à partir de l'identification de ces risques, il y aura, je ne sais pas moi, des systèmes organisationnels qui vont être mis en place pour éviter que justement cette crainte se produise réellement. Donc c'est très difficile, hein, de toute façon, je dirais, prédire, entre guillemets, la trajectoire que prendront les transformations de la société de façon générale du fait de l'usage et du déploiement des systèmes d'intelligence artificielle. Oui, il me semble que dans votre exposé, vous avez souligné qu'il y avait déjà un impact clair dans le domaine de la création. Or, vous avez beaucoup insisté les uns les autres sur la filiation de votre réflexion avec ce qui étaient les systèmes experts des années d'il y a 50 ans. On sait que c'est une voie extrêmement difficile. Et dans ce domaine, l'IA va
probablement permettre des progrès, mais ils sont relativement lents quand même, historiquement, dans ce domaine. Par contre, vous avez sur l'image derrière vous un domaine auquel vous n'avez pas du tout fait allusion, c'est la conception assistée par ordinateur. Et là, création combinée avec les progrès de la création assistée sur ordinateur, je pense qu'il y a vraiment moyen d'une rupture. Derrière vous, enfin, toute la microélectronique a complètement, les progrès de ces 50 dernières années, c'est entièrement basé sur la conception assistée par ordinateur. Sans ça, ça n'aurait jamais marché. Accessoirement, la conception aéronautique, aller chez Dassault, aller regarder les systèmes qu'ils utilisent pour la conception de leurs avions, là encore, l'intelligence artificielle va forcément conduire à d'énormes progrès. Prise en compte des phénomènes physiques comme on n'arrivait même pas à le faire jusqu'à maintenant, c'est clair. Bon, c'est une remarque. Mais il y a ces deux courants et vous avez peut-être un peu négligé ce deuxième courant. Effectivement, on n'a pas abordé ce point-là. On pourrait aussi parler de la cybersécurité où l'IA est de plus en plus... C'est en termes d'industrie, quoi, en termes, pour rester dans le domaine de l'industrie. On n'a pas parlé non plus de l'utilisation de l'IA dans le domaine de la recherche. Oui, non, là aussi, c'est du travail, la recherche. Restons dans le domaine de l'industrie. Ça sera la semaine, dans le 31, la prochaine séance, on parlera de la recherche. Et là aussi, il y a des progrès formidables qui sont réalisés actuellement grâce à l'IA. Et ça soulève aussi tout un tas de questions concernant l'évolution des métiers de chercheurs. Là aussi. Et vous avez parlé de repenser les rapports de force. Et sachant que l'IA contribue à l'individualisation et peut-être justement à un affaiblissement de l'organisation collective, repenser les rapports de force, là on s'imagine que le contexte il va changer, mais on s'imagine qu'il va affaiblir la partie collective par rapport aux autres parties prenantes. Oui, là encore, c'est une question qui renvoie plus généralement à l'état de l'organisation du travail, notamment en France. Je saurais pas j'ai pas envie de vous dire oui, on va vers plus d'individualisation, donc les discussions collectives et le poids sur les prises de décision vont s'affaiblir. Néanmoins, il y a quand même de manière générale en France, avec les lois de travail, un affaiblissement du rôle des partenaires sociaux, qui sont encore à l'heure actuelle je vais dire les contre-pouvoirs quand même, sans être trop simpliste, face à des prises de décision top-down et parfois obéissant à des rationalisations financières. Donc, il y a un risque de manière générale. Dire que ça va être accru par l'IA, ça je ne peux pas. Par contre, ça fait là aussi bien longtemps que les collègues qui s'intéressent au rôle des organisations contemporaines du travail pour affaiblir les collectifs de travail et donc les possibilités de négociation, ça c'est une réalité, notamment en France. Donc peut-être que l'IA sera un petit catalyseur supplémentaire de ça, ou au contraire, et c'est pour ça que les partenaires sociaux se mobilisent quand même sur ces questions, donnera la petite impulsion, enfin pas la petite impulsion, la grosse impulsion pour qu'il y ait une... je m'exprime pas bien, mais une volonté collective de faire face, en fait, au risque potentiel. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des règlements qui commencent à apparaître et qui visent justement à rétablir ce rapport de force. Il y a de nombreux accords de branche autour de l'IA qui se sont construits là récemment, qui sont plutôt favorables, on va dire. Alors, c'est loin d'être parfait, mais en tout cas, on sent qu'il y a une évolution plutôt positive de ce côté-là. Il ne faut pas oublier un certain nombre de directives européennes. Il y a les AI Act, la réglementation européenne. Donc il y a quand même des choses qui se mettent en place. Les syndicats s'organisent aussi. Nous avons, il y a quelque temps, assisté à une journée organisée par EFO sur l'IA,
petit peu en marge de les High Summit qui avaient eu lieu. Donc il y a quand même, voilà, il y a de la mobilisation. Je pense, de toute façon, cette mobilisation va être nécessaire pour faire face à ce qui arrive. Et sur ce point-là, quand même, concernant ce qu'on disait à propos des questions de rupture, il y a beaucoup d'inquiétudes chez les salariés. Et chez les organisations syndicales. Les organisations syndicales. Donc, je pense qu'on ne peut pas complètement ignorer le fait que quand on les écoute, ils viennent du terrain quand même. La situation est moyennement... L'IA produit aussi de la peur. Voilà. Oui, il y a ça, c'est le côté. mais des craintes justifiées, parfaitement légitimes. Je pense que c'est important de les écouter. Alors, peut-être pour faire le lien entre cette séance et la prochaine séance, parler de l'impact de l'IA sur le travail des chercheurs et des chercheuses. Vous avez parlé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a parlé aussi vous avez parlé de l'effet sur la créativité, des problèmes d'explicabilité de l'IA. Donc, par rapport à la compréhension qui était un des aspects du travail de la recherche académique, ça aussi ça pose question, le côté boîte noire, on n'arrive pas à expliquer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur l'impact de l'IA sur le travail dans la recherche, ou on va dire dans recherche y compris industrielle, pas que académique. Recherche et développement, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des choses, de discuter de choses un peu plus spécifiques dans... Il y a deux niveaux, je pense. Il y a les promesses qui sont associées à l'usage de l'IA pour faire avancer les connaissances dans certaines disciplines. Alors, ce qui est beaucoup médiatisé, c'est les avancées pour la lutte contre le cancer. Monsieur, vous évoquiez aussi potentiellement des avancées dans le développement de conception assistée par ordinateur, etc. Donc là, il y a des promesses. Moi, mais là, je ne suis pas capable de dire si elles sont tenues ou pas. J'ai envie d'y croire, pas. Voilà. Dans le traitement d'image, il y a beaucoup de choses. Dans la génétique, il y a beaucoup quand même de promesses qui ont l'air séduisantes, mais je ne suis pas compétente pour dire si elles sont tenues. Après, il y a plus dans nos activités quotidiennes de chercheurs ce que ça peut transformer. Moi, je n'ai pas vu d'études, je suis certaine qu'il y en a. On en a discuté au repas de midi, donc on peut relater ça, mais ça n'est que nos quelques expériences. En gros, les points de vue qui ont été exprimés, c'est comme tous les emplois, le métier de chercheur, d'enseignant-chercheur s'intensifie. Et on a des injonctions à produire du texte, à produire du rapport, à répondre à des appels d'offres. Et donc, certains collègues, du coup, pour répondre à ces injonctions, vont avoir tendance à automatiser une partie de ces tâches. Donc on peut faire l'hypothèse que derrière, ce sera aussi l'évaluation de ce qu'on va nous-mêmes produire en utilisant l'IA pourrait être là aussi automatisée. Bon, voilà. Et après, il y a un autre point qu'on a discuté qui est en quoi ça vient questionner aussi le sens de notre travail. Et là, je vais parler en tant qu'individu chercheur. Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est une partie de notre travail, c'est de produire de la connaissance, souvent textuelle, des écrits. Et cette activité de production aide à penser, aide à structurer sa pensée. Et c'est pour moi ce qui fait sens dans mon travail. Et je pense pour d'autres collègues qui ont dit ça ce midi. Si on m'enlève ça, quelque part, on me prive d'une valeur que j'accorde à mon travail. Mais c'est mon point de vue individuel. Et voilà, on pourrait en discuter. Si je peux rajouter un point, pour rebondir sur la question de l'économie qu'on a abordée tout à l'heure, il y a quand même, en effet, je pense collectivement, peut-être pas tellement sur moi-même ou vous, nous intéressons à ces sujets, mais en fait, aujourd'hui, si on est un chercheur ou une chercheuse et on veut avoir un financement pour faire un projet, il faut mettre le mot IA dedans, parce que sinon c'est difficile. Alors, comment dire,
cette orientation, cette hype dont on a parlé tout à l'heure, ça oriente aussi les choix de financement des travaux de recherche, peut-être aussi des programmes d'enseignement, ce qui va orienter le travail de beaucoup d'entre nous. Peut-être nous, ici, dans cette salle, on n'a pas trop ressenti négativement cela parce que ça nous aurait intéressé naturellement, mais pour d'autres, ça peut être une contrainte ou un problème. Ça, c'est vraiment très important parce que nous, il y a quelques années, en tout cas en tant qu'ergonome qui intervenons beaucoup dans l'industrie, il y a une grosse masse de financement qui était sur la robotique collaborative. Pendant une dizaine d'années, voilà, on a été capté, comme tu le dis, par cette question. Et maintenant, c'est has-been, c'est l'IA. Donc, ça oriente quand même, en effet, à un point de vue plus macro, ça oriente quand même les thématiques de recherche et on se met tous les doigts sur la couture du pantalon. C'est IA et comment ça et nous, on essaye de dire, oui, mais il y a aussi d'autres phénomènes qui ont un impact sur le travail à plus bas bruit, c'est-à-dire qu'il y a encore des travailleurs qui ont des conditions de travail physiques pénibles, qui mériteraient qu'on s'intéresse à eux, mais on n'a pas de financement parce que tout est capté par l'IA ou par la robotique ou par la technologie. Merci beaucoup d'être intervenu et pour vos interventions qui étaient très intéressantes. Merci.